Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed Index à 20 dans l'extrême peur. J'ai du mal à le dire puisque je l'avais même pas vu depuis hier et c'est assez fou qu'en ce moment on a un sentiment aussi pessimiste avec un Bitcoin qui malgré tout est à 38,40. Comme je vous le dis depuis quelques temps, le souci c'est que si le marché américain se met à décrocher un peu plus, je vois pas le marché crypto pump solo. Voilà, c'est ça la problématique à court terme. Les ordres de marché ce matin, 8h30 que j'enregistre l'émission ce samedi 30, qui sont sur une certaine neutralité. Et d'ailleurs, demain soir, si je dis pas de bêtises, on clôturera le mois donc et on passera par la suite en mai. Donc à voir si le nouveau mois peut nous donner un peu d'air puisque ça fait pas mal de temps, quelques mois, voire désormais un an de temps que la plupart du temps, c'est la première quinzaine des mois qui sont un peu plus dans le vert si on peut dire. Ça fonctionne pas terrible depuis quelques mois puisque forcément on se fait malmener. Mais globalement, depuis l'introduction des options notamment, c'est la première partie du mois qui est un peu plus bullish que la seconde partie du mois qui a tendance à être vendue. En tout cas ce matin, les forces en présence s'équilibrent plutôt pas mal entre 38 000, 38 500 pour les acheteurs et 38 800 à 39 000 quasi 600 pour les vendeurs. Alors, au niveau du BTC, pourquoi je vous dis qu'on est dans une zone très intéressante, c'est que là je me suis placé tout simplement en monthly pour vous donner en fait cette vision de l'état, c'est qu'on voit qu'on est excessivement positif, d'accord, on est toujours dans une forme de bull run, on a une bougie qui est en train de se clôturer en monthly qui est quand même très négative, mais qui est beaucoup moins que cette bougie-là, qui pourrait être une bougie annonciatrice d'une autre bougie pour le mois de mai, donc on va falloir faire très attention, mais surtout si on ferme en hebdo, on voit des choses en fait très intéressantes. C'est la première chose, c'est que on est au niveau de la résistance Ichimoku. Donc c'est une résistance très forte au niveau de 37 000. Je pense qu'on aura une réaction haussière pour aller tout simplement chercher ici le haut du nuage. Et on aura tout simplement ici un Kumo qui sera toujours positif. Mais on va avoir, je pense, un travail du cours qui va se faire, qui va monter de façon doucement sur cette zone-là, possiblement arriver dans les ici 40, 50 000. Il ne faut pas avoir trop de certitude par rapport en fait à ce qu'on connaît maintenant. Maintenant, on est là et on se dit non, cette affaire-là ne pourra pas cracher plus fort. Non, ça ne pourra pas faire ça et écraser ceci. Non, c'est pas possible. Écoutez les amis, personne ne lit l'avenir, pas moi, pas vous. D'accord? Et donc, ne jamais dire jamais. Donc, stratégie, achat par palier pour les investisseurs, vous achetez un peu tous les mois, etc. Les traders, stop loss, take profit partiel, etc. Comme toujours. Ça ne change pas. Faites attention avec les leviers parce qu'il y a les liquidations et ça fait un peu plus mal. Bien entendu, mais voilà, encore une fois, avec un bon risk management, ça se passe bien. Au niveau des open interest, j'ai mis que FTX et Binance sur les perpétuels. Je pense que c'est plus représentatif de la réalité, et en réalité, je vais chercher moi plutôt des confluences ou des fractales. En somme, ici, sur FTX, j'ai beaucoup de rouge. Vous voyez, ici, on est en train de poser des bottoms de marché. Ici, j'ai du rouge, et on est en train de faire en fait un rebond technique sur un premier arrêt. Ici, j'ai beaucoup de rouge, et on me parle de Black Swan. Ça m'embête, hein. Ça m'embête. Hein, moi, je suis haussier là-dessus. Quand je vois beaucoup de rouge comme ça, je suis haussier. J'ai mis que Binance. Je vais vous l'agrandir très fort. Et en réalité, Binance, lorsque je suis au 0,01 au niveau de mon funding, c'est que je suis neutralisé. Si je passe en dessous, voire dans le rouge, c'est que je suis majoritairement en short, entre guillemets. En tout cas, la pression des vendeurs à découvert est supérieure à la pression acheteuse sur les dérivés, sur les contrats futurs. On avait beaucoup de rouge ici, et ici on a beaucoup de rouge. Alors est-ce qu'on va avoir une espèce de capitulation avec beaucoup de personnes qui vont shorter dans le désespoir si on commence à arriver sur les 37 000 $? Je dis pas le contraire. C'est pas quelque chose que j'enlève complètement de mon esprit. Est-ce qu'on a besoin de ça pour pouvoir faire un rebond technique? Peut-être. Néanmoins, si on commence à partir très fort vers le bas, je pense qu'il sera plus vraiment nécessaire de shorter ici, parce que la mentalité sera complètement inversée. Il faudra tout simplement pas capituler sur ces précédents lots, quoi. Ok, donc ça peut partir fort, hein. On peut arriver sur les 30 000 $, 32 000 $, 34 000 $, 33 000 $, venir chercher des énormes poches de liquidité, ça va être fortement racheté, le sentiment va complètement switcher, et pour moi on repart très fort. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, en fonction du sentiment, je hedgerai ma position aux alentours des 45 000, 44 000 $. Comme je vous l'ai dit, mais je reste haussier. Moi, les datas que j'ai sous les yeux, jusqu'à preuve du contraire, m'invitent à rester relativement haussier. Au niveau de l'open interest, c'est très croissant. Il y a beaucoup de bitcoins qui sont leveragés sur ce marché.
À un moment donné, que ça parte au nord ou que ça parte au sud, ça va dégager. Ethereum 2830, pareil, on continue de travailler un pseudo-support. Est-ce qu'on va réussir à commencer à imprimer un semblant de quelque chose? Je ne sais pas. La compression se fait là aussi. On voit qu'on est extrêmement resserré dans un biseau descendant. Donc c'est ce qu'avait mis Vincent Gann en avant ces dernières 48 heures. Techniquement, ce genre de figures sont censées péter au nord. On a un excellent fondamental, comme vous le savez, pour les prochains mois sur Ethereum. Voilà, c'est pas le moment pour moi, en tout cas, de se débarrasser de ces Ethers. C'est un peu comme quand on observe la bourse traditionnelle, vous savez, ils vous disent, au niveau des revues et tout ça financières, acheter, conserver, vendre. Et ben là, en ce moment, clairement, j'ai pas envie de recharger à outrance tout et n'importe quoi, puisqu'on ne sait pas où on va, mais c'est pas le moment non plus pour moi de décharger mes précieux Ethers. Vous vous en doutez bien, pour les 2 prochaines années, je mets ma main à couper de spéculateurs qu'on sera plus haut dans 2 ans, en tout cas je l'espère pour ma main, sur Ethereum que le prix sur lequel on est maintenant, et d'autant plus avec le rendement qui sera passé par là et tout ça, du proof of stake. Voilà, après ça reste une conviction intime, mais que j'espère vous êtes beaucoup à partager dans la communauté. Sur MarketWatch, on a cet article en une très intéressant qui nous explique que c'était les 4 mois les plus difficiles pour les stocks, pour le S&P 500 notamment, qui a fait ses 4 pires mois depuis 1939. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Ensuite, pour moi, cet article est plutôt bien fait au sens, bon, voilà, il nous explique les baisses, la baisse par exemple sur le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq qui prend moins 19, le S&P qui prend moins 11 et le Dow Jones qui prend moins 7,8. Ce qu'il est intéressant de regarder pour moi, c'est la relation qui est faite avec les bons du Trésor américain. On voit que l'argent ne repart pas non plus sur les bons ici, puisque les prix des bons sont totalement en chute libre. Donc on a vraiment cette grosse incertitude dont je vous parle sur la chaîne depuis assez longtemps. Donc là, je suis sur le total market cap. D'accord, donc la totalité de la capitalisation des crypto-monnaies, c'est un peu l'état du marché des crypto-monnaies. Ça nous aide à en voir. Et globalement, on voit que la grande rouge n'est pas si grande que ça, proportionnellement. On est plutôt dans quelque chose qui est consolidé ici. Et malgré le fait que le BTC souffre du Nasdaq, on est beaucoup moins affecté que le Nasdaq. C'est-à-dire que vraiment les indices d'ordre général, parce qu'il n'y a pas que le Nasdaq, je me sers du Nasdaq principalement comme indice déterminant, mais je regarde tous les autres indices, même si je vous présente pas forcément tout, mais sur la totalité du marché, on voit qu'on est quand même moins impacté. Et ça, c'est très positif. Ça veut dire qu'on a une forme de résilience qui est en train de se mettre en place, avec en plus des annonces d'acteurs qui sont en train de se placer sur la crypto-monnaie. Alors, est-ce que du coup, plus on va avoir d'acteurs institutionnels à produits croisés rentrer sur le marché, plus on va créer en fait une interconnexion, ou à ce moment-là on va avoir des shifts de capitaux qui peuvent se faire du marché classique au marché crypto sous une forme de résilience, et donc créer justement une autre forme d'actifs, chose que je vous ai déjà expliqué notamment dans les mois précédents. C'est un petit peu l'idée que j'ai à terme, et je pense qu'on est dans une phase de transformation réellement du monde des cryptos sur cette zone-là, et à voir justement cette année qui va être une année pour moi fondamentale pour la construction d'un nouveau type d'actif. On a Willy Woo qui nous met en avant que on a du sideway en ce moment sur Bitcoin, c'est-à-dire ça fait le crabe, ça latéralise à mort, ça fait des semaines, des mois qu'on n'en peut plus. Clairement, je pense que même pour la majorité, même ceux qui sont déjà sous l'eau sur leur bague, on préférerait se prendre un bon moins de 30% d'un seul coup et que derrière c'est bon, on souffle, c'est terminé, à la rentrée ça repart, voire maximum début 2023, parce que là ça devient assez insoutenable et clairement le moral est dans les chaussettes de la plupart des investisseurs, que ça soit sur la bourse traditionnelle d'ailleurs ou dans les cryptos. Donc c'est aussi peut-être là que sont en train de se dessiner les plus belles opportunités. Mais en tout cas pour lui, alors c'est un peu bullish, un peu présomptueux je pense. Il pense qu'on serait dans le même sideway que ce qu'il y avait eu suite au V-bottom de mars 2020, c'est-à-dire qui préparait un énorme run derrière. Donc en ce moment, je vous avouerai que j'ai un peu de mal à me projeter sur le côté extrêmement bullish de la force, parce que c'est pas du tout ce que nous dit le marché, mais voilà, il y a quand même quelques analystes qui y croient dur, et dans tous les cas, je les rejoins profondément de toutes mes intentions et de tout ce que je pense du marché crypto pour le moyen et le long terme. J'ai jamais été aussi bullish pour les 2 prochaines années pour le marché crypto. C'est juste à court terme, je me méfie clairement du moins 30 à moins 50% additionnel qu'on pourrait clairement se manger dans les dents.
Alors, il s'agit une fois encore d'un graphe qui a été initialement posté par TradingShot. Il nous offre vraiment des super données à chaque fois. Et ce qu'on peut en tirer ici, c'est qu'on a plusieurs phases différentes dans le marché. Vous voyez par exemple qu'ici, on monte, on a un rallye, puis on a une phase bearish ici. Donc, c'était en 2017, si je ne me trompe pas. Ça a duré à cette occasion pendant 308 jours. Et à ce moment, on latéralise, on descend un peu, et ensuite on latéralise durant cette phase d'accumulation avant de voir un second rallye, comme vous le voyez juste ici. Aussi, faites bien attention au RSI qu'on a ici en bas, parce qu'on a tenté de le dépasser juste là, mais on n'a pas réussi. Et ensuite, on a tout de même fini par le dépasser juste là, et c'est là que le rallye de la deuxième phase a pu commencer. Ok. Et juste ici, une fois encore, c'est la même chose. On a un rallye, on a une phase bearish, et là, donc, on se trouve en 2020 cette fois. Donc, on a essayé de percer à cette occasion. On a en fait réussi à le faire, mais on n'a pas réussi à se faire supporter. C'était donc une tentative ratée. Puis on redescend sur le RSI, on voit qu'on a une ligne de tendance juste là qui est assez similaire en fait à ce qu'on a pu voir durant le cycle précédent, comme vous le voyez juste ici. Ok, donc on a cette ligne de tendance, on a ceci, percé raté sur le RSI, et ensuite on a fini par chuter encore un peu avant qu'on ne passe par une petite accumulation, comme vous le voyez ici. Regardez, cette fois ça a duré 308 jours une fois encore. On a donc un rallye, on a vu une fois encore une phase bearish avec 308 jours au total, la même chose. On a tenté donc de dépasser ça, comme vous l'avez vu juste ici avant tout ça, et pareil à cette occasion en fait, et seulement après qu'on ait vu tout ça, on continue à la baisse, accumulation, et est-ce qu'on est alors maintenant dans seulement quelques... Genre, attendez, c'est quoi ça? C'est un graphique hebdo, il me semble, donc je dirais d'ici 5 à 6 semaines, est-ce qu'on va pouvoir voir un nouveau rallye? Eh ben, ici, c'est juste un modèle, les gars, donc ne pariez pas évidemment toutes vos économies sur le Bitcoin juste en raison de ces données, mais quand même, voilà un élément super intéressant sur lequel on va pouvoir garder un œil au milieu de tout ce tumulte. Il faut donc qu'on surveille ce que va faire la Fed prochainement, il faut qu'on surveille tout ce genre de choses, il faut qu'on surveille nos niveaux de support et résistance importants, il faut qu'on surveille les marchés des cryptos en général et tout ce qui va se passer aussi sur les traditionnels. Mais ouais, voilà un peu matière à réfléchir, alors qu'en pensez-vous les gars? C'est Pete Rizzo, l'éditeur de Bitcoin Magazine, qui a suggéré qu'il y avait un lien entre la rencontre de Gavin Andressens et la CIA en 2011 et la disparition de Satoshi Nakamoto au même moment. Et dans le tweet de Rizzo, il a inclus un screenshot d'une conversation de Andressens sur le forum Bitcoin Talk. Et dans ce post, Andressens parle d'une invitation de la part de la CIA pour parler du Bitcoin lors d'une conférence sur les technologies émergentes. Et parce qu'il a été invité, Andressens pensait que le Bitcoin était déjà dans les radars de la CIA. Et donc selon Rizzo, après la rencontre entre Andressens et la CIA, on n'a plus jamais entendu parler du fondateur du Bitcoin. Dans le post d'Andressens, on pouvait lire que le fait d'assister à cette conférence était une énorme chance pour le Bitcoin et que ça permettrait de montrer au monde que c'était une meilleure monnaie. Il était tellement confident que selon lui, la lancée du Bitcoin s'alignait parfaitement avec le gouvernement. Mais déjà à l'époque, il avait émis quelques réserves, en déclarant notamment qu'il avait peur que la CIA essaye de mettre la pression sur les développeurs du Bitcoin. Alors est-ce que le fondateur du Bitcoin faisait partie des cibles de la CIA ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fondateur, donc Satoshi Nakamoto, a écrit son dernier post sur Bitcoin Talk le 10 décembre 2010, soit plusieurs mois avant la rencontre entre Andressens et la CIA. Plus encore, le dernier mail de Satoshi à la team date du 26 avril 2011. Et dans cet email, il informait le reste de l'équipe qu'il allait vers de nouveaux projets. Ce qui implique que Satoshi Nakamoto aurait donc quitté le projet du Bitcoin 2 mois avant que Andressens rencontre la CIA. Mais malgré ça, ça reste quand même très probable qu'il ait vraiment été la cible de la CIA. On n'aura sûrement jamais le fin mot de cette histoire, mais n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses selon toi que c'était une cible ou pas ? La clarification du régime occasionnel et du régime professionnel. Vous le savez, c'est la crainte de beaucoup de Français qui veulent payer des impôts dans ce pays, c'est d'être requalifié en tant que professionnel. En effet, quand vous êtes un particulier, vous allez payer 30%, c'est-à-dire la flat tax sur vos plus-values dans le monde de la crypto-monnaie, alors que si vous êtes requalifié professionnel, à ce moment-là, vous allez être assujetti aux bénéfices non commerciaux, les BNC, et là, en comptant l'impôt et les cotisations sociales, vous allez taper du plus de 70% d'impôts. C'est assez fou. Et donc, beaucoup de gens avaient peur de déclarer et de se retrouver non pas à 30%, mais à plus de 65-70%. En l'occurrence, il y a eu une clarification de qu'est-ce qu'un professionnel et qu'est-ce qu'un particulier. C'est les mêmes termes que dans la bourse traditionnelle, on en est maintenant certain, et ça va permettre à chacun de savoir avant même d'aller déclarer comment est-ce qu'ils vont être qualifiés et quels impôts ils vont avoir à payer. L'incertitude est donc levée, et la plupart du temps, ça relève par exemple de techniques de trading avancées, de certains outils, etc., etc. Je vous mets également en description le livre blanc de Waltio qui précise un petit peu ces changements. Le deuxième point avantage les petits porteurs
investisseurs et les petits portefeuilles. C'est-à-dire qu'un investisseur occasionnel peut refuser l'impôt de la flat tax, qui est de 12,8% sur les 30%, et être assujetti au barème progressif d'impôt sur le revenu. Alors évidemment, si vous avez plus de 12,8% sur l'impôt sur le revenu, ce sera pas intéressant pour vous, mais pour les plus petits revenus et pour les plus petits portefeuilles, il pourra être plus rentable de demander une imposition sur ce barème plutôt que sur la flat tax, diminuant ainsi l'impôt de la plus-value qu'ont réalisé les plus petits portefeuilles dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Et on va maintenant parler de Bitcoin, de la crypto, ainsi que des menaces qui pourraient planer en termes de fiscalité. Donc en 2022, on n'a pas eu beaucoup de mouvements vis-à-vis de la fiscalité. Et pourtant, on a eu un député, à savoir Pierre Persson, qui a beaucoup milité pour changer et pour alléger donc la fiscalité en termes de crypto. Par exemple, il avait proposé un super amendement qui aurait fait que tous les paiements en crypto n'auraient pas été imposés en dessous de 3 000 €. Et ça aurait permis en fait aux personnes de sortir au moins 3 000 €, de dépenser et de payer du coup un impôt indirect à travers la TVA. Pour moi, cette proposition était vraiment excellente et en plus elle nuisait pas au système actuel. Et pourtant elle a été rejetée par l'Assemblée nationale. Donc, à l'heure actuelle, pour le moindre centime dépensé, si vous achetez ne serait-ce qu'une baguette, elle devra apparaître sur votre CERFA lors de votre déclaration. Ce qui, on peut le dire, fait fuir pas mal de personnes de la France en termes de fiscal de la crypto. Cryptost, le formulaire qui est dispo, le 3916 bis, la liste des adresses des plateformes. Comme c'est un énorme casse-tête, ils ont tout référencé. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là, puisque on est en pleine période déclarative et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le réclament régulièrement. Donc il me tenait à cœur de le mettre en avant aujourd'hui en intro au niveau des news. Passons maintenant du côté de la Chine avec 3 villes qui acceptent de payer les taxes ainsi que les redevances avec des yuans numériques. En fait, la Chine a étendu son programme pilote de monnaie numérique de sa banque centrale, à savoir donc le yuan numérique. Et les habitants de 3 villes chinoises ont commencé à payer leurs impôts avec. Et selon un rapport récent, plusieurs agences gouvernementales mènent actuellement des programmes d'essais en situation réelle dans lesquels les citoyens peuvent utiliser le yuan numérique. En plus, pour promouvoir l'utilisation de la nouvelle monnaie, le gouvernement avait même effectué un airdrop de plus de 15 millions de yuan numériques, soit 2,25 millions de $. Et comme ça, 130 000 résidents donc du district de Futian à Shenzhen recevront une part de 15 millions de yuan numériques. Et ça sous la forme d'une enveloppe rouge via l'application de médias sociaux WeChat. La législation, la régulation aux États-Unis des exchanges crypto. On devrait enfin avoir quelque chose d'un peu plus clair. Là, c'est le flou total entre la CFTC et la SEC, donc les divers organismes de régulation des marchés. Il y a un projet pour que ça soit en fait la CFTC qui régule les exchanges crypto et les stablecoins. Tant mieux. Et surtout, on devrait avoir des règles claires sur qu'est-ce qui constitue des securities, qu'est-ce qui constitue pas des securities. En fait, les securities, les titres financiers sont censés être gérés par la SEC, les CFT et les commodities par la CFTC. Donc là, ils vont essayer de mettre les choses un peu plus claires et ça va apporter plus de clarté, plus de clarté au marché. Et c'est vraiment une bonne chose si ça devient plus clair pour tout le monde. On passe maintenant à une énorme news avec Grayscale qui voudrait lancer des produits dérivés autour du Bitcoin en Europe. Et ces déclarations viennent tout simplement du directeur général de Grayscale lui-même, à savoir donc Michael Sonnenschein, qui a annoncé la nouvelle. Pour l'instant, ils sont simplement en phase de discussion avec les partenaires européens. Et malgré l'hostilité des parlementaires européens concernant la crypto et la blockchain, ça pourrait bien aboutir. Tout simplement car plusieurs pays ne repoussent pas du tout la crypto, notamment comme l'Allemagne et la Suisse. Et en plus, cette annonce, elle intervient après que la SEC doive se prononcer sur la récente demande de Grayscale, à savoir de transformer le Grayscale Bitcoin Trust en véritable ETF de Bitcoin. Et si jamais la SEC répond favorablement, il pourrait lancer la même chose en Europe. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.